Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Le cancer du sein a toujours été l'emblème de la lutte des cancérologues contre cette maladie en général. Du dépistage aux actions importantes dans la communication et l'aide aux patients, en passant par l'harmonie des trois grandes armes thérapeutiques, chirurgie, radiothérapie et médicaments. Avec des résultats, en 10 ans, la survie est passée de 70% à 78%. Pourtant, depuis 5 ans, avec l'arrivée de l'onco-immunologie, elle marche timidement dans le cancer du sein, et d'innovations étonnantes comme les CAR-T-cells ou encore de la biopsie liquide. On parlait plus mélanome, cancer du poumon ou leucémie dans les médias. Pas dans les couloirs des congrès de cancérologie où les nouveautés concernant le sang se sont poursuivies. Nouveautés médicamenteuses, fertilité et cancer du sein, enjeux de la surveillance à long terme. C'est pour faire le point sur ces avancées que nous recevons ce soir une spécialiste incontestable de cette maladie, le professeur Mahasti Sagatschian, qui vient de lancer à l'hôpital américain de Neuilly un pôle d'excellence dédié à la prise en charge du cancer du sein. Enfin, si vous avez des questions sur ce cancer, n'hésitez pas, vous pouvez dès maintenant les poser à notre invité grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Bonjour Mahasti. Bonjour Jean-François. Alors j'étais un peu court sur les chiffres qui traduisent la bonne santé de la prise en charge du cancer, mais on ne va pas inonder nos téléspectateurs de chiffres, mais quand même il y a des progrès qui sont étonnants. Clairement, et des progrès ces dernières années, alors on en reparlera, liés au dépistage, liés au progrès dans les traitements, mais globalement, alors que l'incidence des cancers du sein avait augmenté, elle stagne, voire elle diminue un petit peu, et malgré cette augmentation d'incidence, la mortalité continue de diminuer, et on a gagné 10% de survie ces 10 dernières années. Ces bons résultats, vous les devez plus au dépistage, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher pratiquement tous les cancers, ou vous allez dire aussi la thérapeutique, mais les deux ont à peu près amené les mêmes progrès? Oui, on considère globalement qu'un tiers des progrès liés au progrès thérapeutique et 2 tiers au dépistage. Oui, ce qui prouve qu'effectivement ce cancer a la chance d'avoir un examen de dépistage que n'ont pas tous les cancers, et ce qui change complètement la donne. Absolument. Bon, la prévention, ça reste une toute petite chose. C'est une piste réelle quand même? Oui, je pense que c'est une piste d'avenir parce que globalement, l'idée, c'est de gagner dans le temps. Jusqu'ici, on se trouvait devant des cancers métastatiques et on a essayé de les dépister tôt et d'avoir des petits cancers. Et maintenant, de plus en plus, on va essayer d'éviter les cancers. Alors, le cancer du sein, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de facteurs de risque. On décrypte de mieux en mieux les gènes qui peuvent être impliqués. Au-delà de BRCA1, BRCA2, il y a d'autres gènes qui ont été mis en évidence. Donc, on peut détecter les patients à risque et pour cela, éventuellement, proposer des mesures de prévention qui passeront quand même beaucoup par le mode de vie, indéniablement. Alors, quand on parle dépistage, on oublie de dire que dans le dépistage, je ne sais pas si c'est considéré dans le dépistage, mais justement, ces gènes, cette étude génétique, ça a quand même changé le profil du traitement et c'est aussi responsable de l'amélioration quand même. Oui, c'est ça, effectivement. En fait, le fait de détecter les patients à risque, ça permet de les suivre de façon très spécialisée, avec des IRM, avec vraiment aujourd'hui des choses qui sont standardisées. D'ailleurs, les recommandations de l'INCa sur le suivi des patients à risque vient d'être publié. Et ça permet aussi, il y a pour la première fois un traitement ciblé sur une mutation génétique responsable de cancer du sein, les mutations BRCA. Le premier traitement anti-PARP ciblé sur ces mutations vient d'avoir son accord de mise en circulation. Ouais. En tous les cas, il faut quand même rappeler que c'est quand même la première cause de décès par cancer chez la femme. Mais après tout ce discours extrêmement positif, je fais un peu redescendre l'ambiance en disant que ça reste quand même une préoccupation. C'est clair, parce que c'est le cancer le plus fréquent. Et même si on guérit 80% des femmes, 20% en décèdent. Et en plus, les chiffres maintenant avec le très long suivi qu'on a, on se rend compte qu'il y a des rechutes à très long terme aussi. Donc c'est un cancer qui vous suit sur toute la vie. Maladie chronique. Absolument. On verra ça. Ouais. Alors dépistage systématique. C'est fini la polémique ou vous n'allez pas nous en ramener une autre aujourd'hui? La mammographie, c'est... Je crois qu'on a quand même suffisamment de données et géographiques avec toutes les études qui ont eu lieu partout dans le monde. En France, il faut rappeler qu'on est maintenant à 14 ans de mise en place du dépistage organisé
organisée du cancer du sein. Donc on a du recul, on a des données. Elle venait d'où la polémique alors? La polémique, elle vient du surdiagnostic, qui est clair, et c'est vrai, il y a 10% de surdiagnostic, 10% de cancers qu'on diagnostique, et finalement, si on ne les avait pas vus, ils n'auraient jamais fait parler d'eux, et voilà. Mais il y a quand même aujourd'hui 70% des cancers du sein qui sont diagnostiqués aujourd'hui, sont diagnostiqués via le dépistage. C'est énorme. Et pourtant, il n'y a qu'une femme sur deux qui participe à ce dépistage. Qu'on en trouve trop, je pense que ça peut être très anxiogène pour les femmes. Est-ce qu'on passe à côté de beaucoup de cancers avec la mammographie? Non, on considère que 16% à peu près des cancers peuvent survenir entre deux mammographies. C'est des cancers assez particuliers, très agressifs. Mais voilà, c'est que 16% qu'on loupe, entre guillemets. Oui. Et par ailleurs, le souci, c'est plutôt que les femmes ne participent plus au dépistage organisé. Il y a eu vraiment dans les premières années un engouement. Et puis, la participation, elle est que de 50%. Et c'est vraiment dommage. On a un examen gratuit, pris en charge à 100%, efficace. L'IRM, c'est concevable un jour que ça serve au dépistage ou uniquement pour les femmes à risque? C'est uniquement pour les femmes à risque parce que l'IRM passe à côté de tout un tas de lésions qu'on ne voit pas en femmes à risque, on rappelle qui elles sont. Donc, c'est risque familial, héréditaire. Absolument. Il y a en fait aujourd'hui 3 gènes qui sont identifiés, BRCA1, BRCA2, PALB2. Les vraies femmes à risque sont les femmes porteuses de cette mutation-là. Après, il y a des femmes à risque parce qu'elles ont une histoire familiale, mère, grand-mère, tante de cancer du sein, chez qui on ne met pas en évidence ce gène et qu'on va suivre quand même comme des femmes avec mutation. Est-ce qu'il y a des expériences de recherche de mutations génétiques systématiques sur des populations? Ça donne quoi? Oui, ça a été fait par exemple en Australie, sur toute la population australienne, et on se rend compte que 5%, on découvre 5% de patientes mutées si on le fait sur l'ensemble de la population. Donc ce n'est pas négligeable, et c'est une question qui va se poser. Aujourd'hui, il y a des panels commercialisés. Vous pourriez demander votre panel de la recherche de mutations. On a une idée du coût, un peu. Si on le faisait à la grande échelle, on arriverait à baisser le coût. Alors, aujourd'hui, ça coûte 2 000 €. C'est un coût aussi commercial. Mais effectivement, en fonction du volume, c'est quelque chose qui peut se négocier. Question peut-être un peu naïve que je me posais, c'est quand on a eu un cancer du sein, ça augmente le risque d'avoir un cancer à l'autre sein? Oui. Ça augmente de 5% le risque d'avoir un cancer de l'autre côté. Donc, on surveille, de toute façon, une femme qui est en rémission, risque toujours d'avoir un cancer sur Absolument. un autre sein. C'est d'ailleurs la justification de la mammographie annuelle après avoir eu un cancer du sein dont on est guéri. À quel âge il faut commencer quand on a une mère qui a eu un cancer? À quel âge vous préconisez que les médecins envoient les jeunes filles Alors, tout dépend de l'âge de survenue du cancer chez la mère. Et en gros, il faut compter 10 ans de moins que l'âge de survenue du cancer chez la mère. C'est-à-dire que si une mère a eu un cancer à 45 ans, chez la fille, à partir de 35 ans, il faut commencer à l'examiner régulièrement, éventuellement faire des échos et faire des mammos à partir de 40 ans, clairement. Les médecins qui nous regardent se disent on n'a pas parlé du tout de la palpation, le médecin n'a plus aucun rôle dans la prévention. Si, le médecin et les patientes. Bien sûr, les patientes. Oui. On a dit à un moment que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas la peine. Donc, alors, on n'a jamais démontré que l'autopalpation permettait de détecter plutôt des cancers. Mais nous, tous les jours, on voit des femmes qui viennent, qui se sont palpées quelque chose, surtout celles qui sont en dehors de l'âge du dépistage, femmes jeunes ou femmes âgées. C'est elles qui découvrent leur cancer. Et donc, voilà, la palpation. Et très peu de médecins de famille qui vous envoient... Alors, si, mais je pense que vraiment, il y a un effort à faire, en particulier pour les patientes âgées. On sait qu'elles sont sous-diagnostiquées, sous-traitées, pas bien prises en charge. Et il faut penser à examiner les seins des femmes âgées, parce que c'est une perte de chance pour elles, sinon. On a parlé de la biopsie liquide, la simple prise de sang, pour dire qu'elle arrive. Elle arrive. Il y a très récemment, il y a eu une publication d'une université américaine qui a mis au point un test qui regarde la présence potentielle de différents cancers sur la prise de sang. Donc tout ça n'est pas encore validé, c'est des protocoles de recherche, mais je pense que dans les 10 ans qui viennent, ça va exploser. Norbert Ifrat de l'INCa, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, disait que l'INCa était très, très vigilant justement pour mettre la biopsie liquide à la disposition de plus en plus de gens dans ce pays. Alors, vous avez passé 15 ans à l'IGR, vous êtes un des visages de ce grand institut.
Vous preniez le diagnostic en un jour. Alors, est-ce que c'est justifié d'un point de vue clinique par autre chose que de rassurer la femme? Parce que sinon, les autres méthodes sont réellement injustes. Alors, en fait, ça a été justifié clairement, justement, après la mise en place du dépistage organisé, où c'est bien de dépister, de dire il y a une anomalie, mais ensuite, il faut faire des biopsies, prendre rapidement en charge les patientes, les opérer vite. Donc, à ce moment-là, il fallait organiser un peu la prise en charge post-suspicion de diagnostic. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que l'accès à la prise en charge est devenu plus rapide. Les circuits existent pour que les médecins traitants, les gynécologues, les radiologues adressent leurs patientes devant une suspicion mammographique. Donc c'est peut-être moins justifié aujourd'hui. En tout cas, la clé derrière ça, c'est devant une suspicion de cancer, clairement le temps est compté. Il faut rapidement avoir un diagnostic et rapidement proposer une prise en charge. Ça, je comprends. Et ça compte. Le mot rapidement est une notion un peu floue. Vous dites, il faut faire le diagnostic en un jour. Donc, est-ce qu'il faut commencer le traitement dans la semaine ou est-ce qu'on a... Alors, est-ce qu'on joue à l'ordre de la semaine ou de... Je sais que c'est difficile à répondre. Non, en fait, ça dépend beaucoup des cancers. C'est vrai que pour une lésion intracanalaire, voilà, on peut attendre 3 mois pour opérer une patiente. Sur un cancer du sein agressif, très proliférant, nous, il y a des chimios qu'on met en route en 10 jours. Hein. Alors, j'ai bien compris que le plan de traitement et le pronostic, ça dépend de la forme de cancer, hein, c'est très précis. Ça nécessite toujours une biopsie sur un prélèvement par le chirurgien ou alors justement que les ponctions liquides, on peut déjà avancer sur ces... En fait, on peut, sur certaines masses, faire une ponction, avoir un diagnostic de cellules cancéreuses et opérer. Mais idéalement, il faut avoir une biopsie, mais qui n'est pas forcément faite par le chirurgien. Aujourd'hui, c'est surtout les radiologues qui les font. Et ils les font très très bien, avec une analyse complète de cette biopsie. Vous êtes en mesure de donner une évaluation pronostique au bout de combien de temps Il faut vraiment attendre la pièce opératoire. Honnêtement, il faut avoir l'information complète, non seulement biologique, mais aussi sur l'étendue, sur la masse de tumeur. Donc il y a la biologie d'un côté, récepteurs hormonaux, prolifération. La masse de tumeur, c'est la tumeur et les ganglions. Donc il faut ces 2 informations pour savoir où on va. Alors quand on regarde les protocoles de prise en charge du cancer du sein, on lit que le chirurgien n'est pas toujours utilisé dans la boucle. Or, moi, tout ce que je vois, dans tout ce que je lis, il y a toujours le chirurgien. Alors, dites-moi, combien sur 100 cancers, combien vont aller chez le chirurgien? Honnêtement, on referme cette parenthèse. Moi qui suis oncologue médical, donc ce que je fais, c'est des chimiothérapies, je peux vous dire, ce qui guérit le cancer du sein, c'est la chirurgie. Donc 100% des patientes devraient être opérées. D'accord. Exceptionnellement, pour des patientes très âgées ou qui ont plein de maladies par ailleurs, qu'on ne peut pas opérer, on peut faire de la radiothérapie ou de l'hormonothérapie, mais 100% des patientes devraient avoir en tout cas une évaluation. Il fait quoi le chirurgien? Il fait tumérectomie, mastectomie bilatérale. Qui est-ce qui décide? C'est lui sur le site opératoire ou c'est une consultation avec vous? C'est ni lui ni moi, c'est une équipe. Et vraiment, toute nouvelle patiente diagnostiquée avec un cancer du sein devrait avoir une décision prise par la réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut oncologue, chirurgien, radiothérapeute pour ajuster la bonne séquence et faire le bon choix de prise en charge chirurgicale. C'est indispensable. J'ai d'ailleurs une question sur les RCP, d'un médecin généraliste qui dit « Bon, les RCP, c'était bien, mais nous, notre place, on ne voit pas tellement ce qu'on vient faire là-dedans, on n'est pas mis au courant. » Enfin, apparemment, ils se plaignent de ne pas... Ah non, mais ça, ils ont tout à fait raison. Je crois qu'il y a un vrai problème de communication entre l'hôpital ou les cliniques et la ville. C'est le médecin de ville qui souvent nous adresse les patientes. Ils ont très peu de retours d'informations, ils sont tardivement remis dans la boucle. Les patientes aussi veulent plus trop aller vers le médecin généraliste parce qu'elles se disent voilà, j'ai une maladie spécialisée, il me faut l'équipe de spécialistes et c'est une erreur. Et vraiment, il faut qu'on mette en place et des outils de communication et de la formation pour continuer à discuter avec les généralistes. Ils ont une place essentielle dans cette maladie chronique, comme on l'a dit au début. On va être contente de vous entendre. La reconstruction, vous abordez ce sujet-là dès le début ou c'est vraiment très dépendant des patientes? Alors, c'est en fait très dépendant des chirurgiens, malheureusement, et des équipes. Ah oui. Et en France, on a beaucoup de mal. Il y a peu d'équipes qui proposent de la reconstruction immédiate parce que le rêve absolu, c'est la reconstruction immédiate, que la femme se réveille avec quelque chose. Et peu d'équipes ont cette expertise.
peu d'équipes, du coup, le proposent spontanément. Peu de femmes savent que ça existe et donc elles ne vont pas aller demander un autre avis. C'est vraiment pas bien et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait essayer de changer. Est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence dans le pronostic du cancer, qu'on est reconstruit ou pas? Absolument. Les études montrent qu'après la chirurgie, si on doit faire par exemple de la radiothérapie, eh ben, ça marche très bien même s'il y a une reconstruction immédiate. Des études qui montrent que la reconstruction immédiate n'augmente pas le risque de récidive du cancer. Donc, le gros bras, reste toujours l'effet secondaire le plus fréquent de la chirurgie, ou c'est en diminution ça aussi? C'est en très nette diminution. C'est le gros progrès en chirurgie. C'est qu'on est passé des curages où on enlevait 5, 10, 20 ganglions à des ganglions sentinelles, où on enlève 1-2 ganglions en moyenne. Et le ganglion sentinelle n'entraîne que très rarement des gros bras. Donc il y a eu le progrès chirurgical, moins de curage. Il y a aussi le progrès dans la façon dont maintenant on prend en charge les lymphodèmes. Avant, on disait aux patientes, bougez pas. Maintenant, on leur dit, faites de l'exercice. Alors, on n'a pas abordé, le chirurgien, on voit très bien, 100%, l'oncologue, 100%. Le radiothérapeute, moi, j'avais l'impression que la radiothérapie se faisait de moins en moins. Il paraît que c'est faux. Mais il fait quoi, le radiothérapeute? Il est aussi à 100% des cas ou... Non, il n'est pas dans 100% des cas. En fait, il y a un équilibre entre souvent la chirurgie et la radiothérapie. Si on fait une chirurgie plus large, on peut se passer de radiothérapie. Si on a fait une petite chirurgie, il faut absolument de la radiothérapie. La radiothérapie, elle a deux avantages. La radiothérapie, elle contrôle localement, elle évite les rechutes locales dans le sein et dans les ganglions. Elle a aussi un effet sur les métastases. Donc ça évite les rechutes métastatiques, la radiothérapie. On métastase moins après la radiothérapie que sans la radiothérapie. Absolument, pour certains types de cancers. Donc aujourd'hui, il y a des indications très précises de radiothérapie. On irradie quand même beaucoup de patientes encore. Alors les protocoles de radiothérapie changent, ils sont plus courts. Ils sont maintenant, on sait que 3 semaines, c'est équivalent à 5 semaines. Donc il y a moins de radiothérapie dans ce sens-là, moins de champs irradiés. Mais là encore, vous dites, la reconstruction, elle ne se fait pas parce que les chirurgiens ne sont pas tous aptes à le faire ou ne le font pas. Est-ce que la radiothérapie ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de radiothérapeute compétente dans le circuit du chirurgien? Non, franchement, je pense qu'il y a une excellente couverture de ce côté-là. Alors, on va aborder le temps passe avec vous, Masty, mais on parle des traitements. Si je vous demandais un résumé court de la stratégie, ce que me demandent tous mes amis médecins, ils m'ont dit, demande-lui de faire un résumé court. Une femme rentre et vient, voilà, faites-moi la séquence thérapeutique, on ne parle pas de chirurgie, on ne parle pas de radiothérapie, comment vous gérez les médicaments? Les médicaments, c'est très simple dans le cancer du sein. On se base fondamentalement sur la biologie, encore une fois, donc les récepteurs hormonaux, est-ce qu'ils sont présents? Non. Le récepteur HER2 présent, non, et la capacité de la cellule cancéreuse à se multiplier vite, ce qu'on appelle la prolifération. On a ces éléments biologiques, la masse de tumeur, taille de la tumeur, nombre de ganglions. Et en fait, on a des algorithmes très précis en fonction des récepteurs, en fonction de la masse tumorale, pour savoir si on doit faire de la chimiothérapie préventive ou pas, de l'hormonothérapie préventive ou pas, un traitement anti-HER2. Préventive, c'est préventif de quoi? Préventive de la rechute sous forme de métastase et locale. Donc, les deux grandes classes thérapeutiques, c'est quoi les grandes familles? Les grandes classes, aujourd'hui, c'est uniquement chimiothérapie, hormonothérapie, qui est en fait un traitement anti-hormonal, et Herceptine, c'est-à-dire traitement anti-HER2. On a ces 3 classes-là. Alors, il y a des nouvelles molécules qui arrivent, qui sont très prometteuses. Les inhibiteurs du cycle cellulaire, les inhibiteurs de CDK4/6, qui pour l'instant sont donnés uniquement en phase métastatique, mais qui probablement seront donnés en prévention. C'est des médicaments très bien tolérés, thérapie ciblée, par comprimé, c'est l'avenir, honnêtement. On peut imaginer que les Américains sont moins frileux que les Européens là-dessus, pour donner ça en première ligne assez rapidement, ces médicaments-là. Oui, ils le donnent. Oui, les Américains, je sais bien. Oui. Alors, ce n'est pas une question de frilosité, très honnêtement, parce que les AMM, on les a, c'est une question de remboursement. Ah oui. Et c'est clairement ça. Vous avez l'autorisation de les prescrire en première ligne? Oui. Donc là, uniquement, oui, mais enfin, comment vous justifiez ça face à vos patients? Je ne vous donne pas ça parce que c'est trop cher. Mais parce qu'il n'y a même pas de prix, il n'y a pas d'accord de prix entre le laboratoire et les ministères. Ouais.
Vous donnez une vision donc, de médicaments en prise orale sans effet secondaire, on rêve. C'est pas la réalité de ce que racontent les femmes qui sont traitées pour le cancer. Les effets secondaires existent encore. Par exemple, quel est le pourcentage d'abandon du traitement par anti-aromatase pour les douleurs osseuses ou musculaires? C'est une question qui est arrivée. C'est énorme. Il y a 30% de femmes qui arrêtent. Alors c'est variable, hein, dans certaines études, c'est même 50%. Elles ne nous le disent pas toujours. Hein. Elles vous disent « Ah mais oui, je prends mon traitement ». Elles vous font refaire l'ordonnance. On sait que c'est surtout dans les premières années. C'est-à-dire que celles qui lâchent, elles lâchent au début. Et puis celles qui ont compris le bénéfice gardent leur traitement 5 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on leur propose 7 ans, 10 ans de traitement. Donc il faut y croire. Il faut effectivement qu'on trouve des solutions pour gérer les effets secondaires. Ce n'est pas simple. Perte de cheveux, ça continue à être un effet secondaire de moins en moins fréquent ou alors, avec les chimiothérapies, malheureusement, ça reste les chimiothérapies de cancer du sein, 100% de perte de cheveux, mais non définitif, donc les cheveux repoussent. Sous hormonothérapie, on en voit, c'est vrai. Et on a peut-être tendance à dire, voilà, vous êtes guéri, de quoi vous plaignez-vous, mais c'est un vrai sujet, honnêtement. Quand j'ai la chance d'interviewer une de vos consoeurs qui n'est pas dans les cancers du sein, qui travaille sur le mélanome, ses yeux s'allument en me disant « mais il y a l'onco-immunothérapie ». Oui. Et vous? Moi, ça ne s'allume pas du tout. Ça ne s'allume pas du tout. Alors, on était ensemble à San Antonio. Ouais. Encore espoir déçu? Oui. Mais déçu ou en laissé trop tôt? Oui, des pistes. Clairement, ça ne sera pas pour tous les cancers du sein. Mais il y a certaines formes de cancer du sein, les cancers triple négatifs, les cancers HER2, dans lesquels on a des signes de sensibilité à l'immunothérapie. Il faut savoir que quand même, dans les tumeurs HER2, l'anticorps anti-HER2 Herceptin, c'est de l'immunothérapie. Alors, plus spécifiquement l'immunothérapie qui stimule l'immunité, il y a des pistes, mais ce n'est pas du tout encore validé. À horizon 5-10 ans, vous voyez quoi dans le traitement du cancer? Donc ces médicaments qu'aujourd'hui, vous les voyez en première attention? En fait, je pense que ces fameuses biopsies liquides dont vous avez parlé, donc prise de sang pour détecter une quantité infinitésimale de cellules tumorales, elles vont nous permettre de devancer la maladie métastatique. Donc on pourra détecter beaucoup plus tôt la survenue de métastases et traiter donc beaucoup plus tôt et donc finalement éviter la métastase. Donc cette détection très précoce de potentielles métastases associées à ces traitements ciblés de comprimés qu'on peut prendre très longtemps, ça va, j'espère, vraiment faire disparaître la maladie métastatique à terme. Alors, c'est pas vrai pour les cancers triple négatifs qui restent un fléau absolu. C'est ces cancers sans récepteurs hormonaux, sans récepteurs HER2, pour lesquels on n'a que la chimio et qui ne marchent pas très bien. Médiane de survie en phase métastatique, 1 an pour ce type de cancer. Mais pour les cancers hormonosensibles, clairement, voilà, l'avenir est à des taux de guérison. Ces triples négatifs, ils représentent combien de pourcents des cancers? C'est 20% des cancers du sein. On est là sur les 20% de décès, donc est-ce que vous allez pouvoir améliorer ça? C'est pas évident. Et il faut de la recherche, il faut mettre ces patients dans des essais. Dans une des questions qui vient d'arriver, mais je vous la pose maintenant, quel est le taux de rechute après un traitement bien adapté? Est-ce qu'on peut Alors, ça dépend bien sûr du type de cancer, encore une fois, la taille et de la biologie. Donc, en moyenne, ce taux de rechute, il est de 20%, mais ça peut être 0% pour un tout petit cancer RH+, comme ça peut être 60% pour un cancer triple négatif. Alors, le cancer, une maladie chronique comme les autres, pas plus grave qu'un diabète. Est-ce que je suis provocateur quand je dis ça? C'est grave le diabète, parce que vous n'êtes pas diabétologue. Non, mais c'est vrai, je sais, les patients meurent de diabète. Donc, indéniablement, il y a beaucoup de similitudes, franchement, c'est vrai, surtout le fait que c'est une maladie qui va vous poursuivre pendant des années. À la limite, cela dit, la différence entre le cancer et le diabète, en particulier le cancer du sein, c'est qu'on guérit 80% des patients. Et qu'on ne guérit pas 80% des diabètes. C'est pour ça que cette affirmation qui nous fait tous un peu sourire, quand je la teste auprès de gens qui leur disaient, écoutez, je ne sais pas, moi, en tant qu'homme, en tant que femme, je préférerais... Mais je pense que c'est tout à fait le témoin de ce que le cancer représente culturellement, socialement, la peur que ça engendre, la difficulté qu'on a à en parler par rapport à une maladie comme le diabète. Et je crois que
voilà, des émissions comme celle-là et le fait de parler du cancer et de dire, voilà, ça peut aller bien, c'est très important. À tel point que vous considérez ça maintenant comme une maladie chronique, c'est que vous voulez qu'on parle de fertilité et de cancer du sein. Donc, c'est récent le projet de faire des enfants quand on a un cancer du sein? Alors je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que comme on s'est mis à guérir de plus en plus de femmes, on commence un peu à réfléchir à leur vie après le cancer et à ce qui peut leur arriver. Alors à la fois en termes d'effets secondaires tardifs, il y a des études là-dessus, mais aussi en termes de reprendre une vie normale. Et la fertilité, c'est un enjeu majeur, surtout qu'on a ces femmes jeunes qui, à 35 ans, n'ont pas encore fait d'enfants, ont un cancer. Bon, voilà, il faut penser à leur vie d'après. Et on a les moyens, avec les progrès de la PMA, de faire des prélèvements d'ovocytes, des congélations d'ovocytes, de faire même parfois des prélèvements d'ovaires. Ça, c'est impératif. On ne peut pas imaginer de faire une grossesse normale après toute... Alors, ça dépend de l'âge de survenue du cancer. Mais après 30 ans, la chimiothérapie diminue quand même la fertilité. Est-ce que c'est un message que vous faites passer aux jeunes femmes qui viennent vous faire traiter? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est pas pour elles la preuve qu'elles vont guérir? Oui, aussi, bien sûr, parce qu'encore une fois, leur chance de guérison... Ou alors elles disent, attendez, guérissez-moi de mon cancer, les gamins, on verra après, quoi. Non, elles sont assez contentes qu'on leur propose. Il faut absolument leur proposer avant 40 ans et ne pas le faire est une faute. Et puis, il faut aussi qu'elles se rendent compte qu'il y a ce risque de baisse de fertilité. Donc, C'est quoi le suivi d'une femme dont on pense qu'elle est en rémission? Il y a des marqueurs tumoraux Là encore, la biopsie va nous permettre, de suivre. Vous ne faites pas encore la maladie résiduelle, vous? Non, et on a vraiment besoin de ça. C'est pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'est peut-être la maladie résiduelle, ça change complètement dans plein de cancérologies. Donc, biopsie liquide et maladie résiduelle, vous êtes d'accord, ça vaut une émission? Ah, c'est clair, c'est clair. Vous faites quoi pour... Non, on n'a pas grand-chose, à vrai dire. On attend que ça arrive. Traditionnellement, on suit les patientes 5 ans et puis après, on les lâche dans la nature, même si on sait qu'il y a un risque jusqu'à 10 ans, 15 ans. C'est là aussi, encore une fois, avec effectivement les biopsies liquides, qu'on a une piste de détection précoce des rechutes. Alors, j'ai tout un tas d'informations sur les liens pilule-cancer, hormones à ménopause, c'est pas nouveau, mais perturbateurs endocriniens, vous avez... une piste là-dessus? C'est un vrai sujet, c'est très compliqué comme tout ce qui est environnemental, de détecter ce qui dans cet environnement multiple. Alors, clairement, il y a des éléments dans notre environnement qui vont avoir une action de type hormonal. Et clairement, le cancer du sein est un cancer fortement hormonodépendant. Et le principal facteur de risque, ce sont ces apports d'hormones. Donc, il se passe sans doute quelque chose, mais faire un lien de causalité directe, c'est très compliqué. Je crois que c'est compliqué dans toutes les maladies, et c'est pour ça que... C'est clair. Mais le principe de précaution est d'y penser. Et d'y penser, et voilà, on revient toujours sur les mêmes règles. J'ai aussi tout un tas d'informations sur des régimes en cas de cancer du sein, cétagène, alcalin, sans gluten. Est-ce que c'est un intérêt particulier ou dire... Comme on dit, nous les médecins, un régime équilibré, c'est le bon sens. Ce qui est étonnant, c'est que cette histoire de régime équilibré qu'on a l'impression de sortir tout le temps, ça a vraiment été démontré comme étant un facteur de diminution de risque de cancer du sein, de meilleure tolérance des traitements, de diminution de risque après cancer. Donc c'est bête, mais on en revient toujours au même. Les fibres qui ont un impact sur le microbiote intestinal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches autour de microbiote et cancer. Cancer, oui. Et en particulier dans le cancer du sein. Et un régime équilibré avec des fibres, des fruits, des légumes, ça vous change le microbiote et probablement ça a un impact sur l'immunité. On va bientôt agir directement sur le microbiote et ça sera peut-être plus simple. Alors, une réflexion qui m'est personnelle, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers, surtout chez la femme jeune. On ne peut pas balayer d'un coup de main le facteur environnemental ou simplement dire que c'est mieux dépister. Non, effectivement, épidémiologiquement, ce n'est pas démontré qu'il y a plus de cancers chez les femmes jeunes. C'est ce que j'ai lu, oui. Et pourtant, tous les médecins qui m'en parlent me disent qu'on a de plus en plus de femmes jeunes qui ont des cancers. C'est vrai, et moi, la première, c'est vrai que j'ai l'impression d'en voir de plus en plus. Alors, peut-être qu'on s'intéresse plus à leur maladie, peut-être que c'est des femmes qui viennent plus dans des grosses structures de cancérologie et que, finalement, des femmes plus âgées sont traitées en ville, en standard, je ne sais pas. Mais épidémiologiquement, ce n'est pas démontré. C'est peut-être que l'épidémiologie a 20 ans de retard. Ça, c'est possible. Oui. Et ce qui est vrai aussi, c'est que c'est des cancers plus graves, ça c'est certain. Il y a vraiment un lien entre gravité et âge. Clairement. Et âge jeune en fait.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus de triple négatifs chez les femmes jeunes? Entre autres, mais même à stade égal, c'est des cancers plus agressifs. Et donc, il y a peut-être ça aussi. On est un peu plus... D'ailleurs, les patientes se plaignent sur ce terme d'agressif. Quand vous dites « Madame, vous avez un cancer agressif effectivement, c'est une formulation qui est très médicale, mais bon, on est entre médecins après. Alors, on va terminer juste pour vous dire que je vous ai rencontré presque en vacances à San Antonio, puisque vous étiez dans une session sur l'acupuncture. Alors, je vous ai dit, Masti Sagadjian, qui va voir de l'acupuncture, elle va bientôt nous emmener dans un symposium de médecine douce. Pourquoi l'acupuncture dans des congrès comme ça? En fait, on sait qu'au moins 50 à 70% des femmes atteintes de cancer du sein vont aller chercher des médecines alternatives et complémentaires. Voilà, c'est comme ça, elles nous le disent ou pas. Et je pense qu'il faut que nous, en tant que médecins, on commence à s'intéresser à ces aspects-là. On commence à voir ce qui peut être utile ou pas, ce qui peut être toxique ou pas. Voilà, et qu'on donne de l'information autant qu'on en a, qu'on fasse des essais cliniques pour démontrer une efficacité ou une toxicité de ce type d'approche. Et c'est vrai que ça a le vent en poupe, et en particulier aussi parce qu'il y a plein d'effets secondaires comme la fatigue, les douleurs neuropathiques, les douleurs articulaires sous-hormonaux qu'on ne sait pas prendre en charge. Donc là, effectivement, San Antonio, c'était une étude qui montrait que l'acupuncture diminue les douleurs articulaires sous hormonothérapie, ce qui est majeur, parce que c'est ce qui va permettre aux femmes de continuer leur traitement. Donc si on peut avoir des approches comme ça, autres, efficaces, prouvées efficaces... C'est bien ce qu'on dit, c'est devenu une maladie chronique, donc on peut commencer à s'intéresser à autre chose que la tumeur. Mais écoutez, on va passer à vos questions qui sont nombreuses. Alors, première question, faut-il continuer le dépistage après 75 ans compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie? C'est une très bonne question. Je crois que ça nous ramène à la question du dépistage de masse, 50 à 74 ans, puis du dépistage individualisé en dehors de ces tranches, à la fois pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Une femme de 75 ans qui n'a aucun autre facteur de mauvaise santé, qui va très bien, qui a une espérance de vie de 15 ans, 20 ans devant elle, oui, moi je pense qu'il faut la surveiller. Pourquoi pas, si elle a une histoire familiale, faire des mammographies. En tout cas, l'examiner, c'est certain. Quelle est la place de la mastectomie bilatérale dans les cancers du sein? Se conçoit-elle toujours dans la descendance? Alors ça, c'est l'effet Angelina Jolie. Il se poursuit ou pas? Oui. Il y a de plus en plus de demandes de mastectomie. Franchement, il faut être prudent là-dessus. C'est pas anodin, une mastectomie prophylactique avec reconstruction. Surtout quand on fait une ovarectomie en plus. Oui, alors là, en termes de qualité de vie, c'est épouvantable. Mais ne serait-ce que la simple mastectomie reconstruction, il y a des effets secondaires derrière, il y a des complications chirurgicales, il y a des complications esthétiques, donc ce n'est pas rien. Et vraiment, il nous faut des chirurgiens qui expliquent bien ça aux patients. Mais vous dites quoi aux femmes qui viennent vous voir? Vous voulez essayer de vous voyez une jeune femme qui a une mère, effectivement, qui est positive. Oui. Nous, on a toujours une discussion collégiale sur ces sujets-là avec les chirurgiens, avec parfois les généticiens, pour prendre la décision d'accéder ou pas à cette demande. On prend toujours du temps avec la patiente aussi pour que la décision soit mûrement réfléchie. On explique les inconvénients potentiels. Après, s'il y a une forte demande, voilà, on y accède. Le corps de la patiente lui appartient. Mais... Il y a un mot que vous prononcez jamais, mais ça, j'ai l'habitude avec les oncologues, c'est le mot psy. Ah si. Bah non, vous ne l'avez pas encore prononcé depuis le début de l'émission. Vous avez parlé de ça. Vous n'avez pas dit je vais avoir recours. Vous avez recours à des psys, justement. Oui, malheureusement, on n'a pas assez d'oncopsies. C'est pas. Il y a des oncopsies, ça existe. Oui, il y a des oncopsychologues qui sont vraiment formés à tous les questionnements Parce que ça serait leur rôle, là, quand même, dans un cas comme ça. Tout à fait, mais effectivement, avant des mastectomies prophylactiques, il y a une consultation d'oncopsychologie. C'est tout à fait juste. Alors, vous avez donc notre confrère qui parlait tout à l'heure, qui râlait un peu sur la place du médecin traitant dans les décisions thérapeutiques, on l'a vu, qui sentait bien à l'écart du RCP. Mais lui, il rajoute « Je conseille à mes malades d'avoir un double avis, perte de temps inutile ou bon réflexe, s'il vous plaît, Madame Sagadjian, pas de langue de bois. » Ouais. Pour avoir travaillé dans un centre de référence, enfin pour y être toujours d'ailleurs, honnêtement, je pense que le double avis, c'est extrêmement important. Nous, on voit arriver malheureusement trop tard des demandes de deuxième avis. J'ai des patientes chez qui il n'y a pas eu la prise en charge optimale et c'est regrettable. On a la possibilité gratuitement de demander un deuxième avis. On peut accéder à son dossier, à l'intégralité de son dossier et le récupérer. Voilà, aujourd'hui, avec Internet, il est assez simple d'accéder à ce deuxième avis.
sur la chirurgie, sur la chimiothérapie, sur les rayons, vraiment. Donc oui, il faut le faire. Donc, si je comprends bien, ça ne vous vexe pas si une femme dit « Tiens, je vais aller voir le professeur Suzette de la Loge après que vous l'ayez examiné ». Non, vraiment pas. Surtout si c'est Suzette, c'est moi qui la pousserai. Donc, non, il n'y a aucune concurrence dans les équipes, il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs, mais est-ce que c'est un conseil, ce que vous dites aux médecins qui vous regardent? Oui, allez, faites la promotion du deuxième avis, c'est quelque chose de positif. Oui, je pense qu'en tout cas, il faut lever cette crainte que les patients ou les médecins peuvent avoir sur « Oh là là, mon correspondant va se vexer » ou oh là... Non, il faut y aller, c'est le cancer, c'est vital. C'est une question un peu amusante. Quelle est la durée d'évolution d'un cancer sans traitement pour avoir une idée de l'âge de démarrage? Une question un peu naïve qui me vient comme cela. Alors, c'est très variable en fonction de la biologie. Le fameux triple négatif qu'on évoquait, c'est un cancer qui peut franchement évoluer sur 2-3 ans. Avant le diagnostic, 2-3 ans, pour nous, c'est rapide. La plupart des cancers ont une évolution qui s'étale sur des années, une dizaine d'années au moins. Ouais. Est-ce qu'on revient sur les variations induites par l'âge? On a vu que sur la gravité, mais est-ce que sur les traitements, est-ce que les traitements sont différents si vous avez une femme jeune par rapport à une femme un peu plus âgée? Oui. Vous avez quoi? Quelle est votre préférence? Alors, on est très agressif chez les femmes jeunes, plus agressif, clairement. On fait parce que la maladie est plus dangereuse. Donc, sur la radiothérapie, sur les chirurgies, les indications sont malheureusement plus lourdes. Et à l'inverse, il y a un sous-traitement qui est démontré chez les femmes âgées, chez qui on ne proposera pas la chirurgie, pas l'hormono, etc., et qui vont perdre des chances. La mortalité chez les patientes âgées, la mortalité par cancer du sein est énorme après 75 ans. Pas parce que c'est des cancers plus graves, au contraire, c'est parce que c'est des cancers qui sont moins bien pris en charge. C'est dramatique. Une femme jeune qui a un cancer, c'est une histoire thérapeutique qui va durer combien de temps? En termes de... déjà, l'aigu. Oui, l'aigu. L'aigu, c'est 9 mois à 1 an. Ouais. Au bout de 9 mois, on peut commencer à voir... On arrive au bout, mais pas au bout des effets secondaires. Pas au bout de l'histoire, mais... Ouais. Alors, je suis une femme médecin. Pourquoi certaines de mes mammographies ne sont pas douloureuses? J'ai beaucoup eu mal lors de la dernière et le confrère m'a dit que c'est parce qu'il appuyait beaucoup, mais que ses examens étaient meilleurs. Alors, peut-être, mais c'est peut-être aussi un confrère prétentieux. En fait, la douleur de la mammographie, elle est très dépendante comme toutes les douleurs, de l'état dans lequel on est, l'état de fatigue, etc., de la perception de la douleur. Aussi, et c'est très important sur les seins, de l'état hormonal. Il y a des périodes du cycle menstruel où les seins sont beaucoup plus douloureux chez une femme non ménopausée. Et donc voilà, il faut essayer de faire les mammographies en dehors de ces périodes, donc juste avant, par exemple, les règles, où les seins sont plus douloureux. Après, c'est vrai que ça dépend maintenant des machines. Il y a des machines de mammographie qui permettent d'obtenir des images de très bonne qualité avec moins de compression. C'est la tomosynthèse ou tout ce qui est mammographie 3D. Tout ça, la technique étant meilleure, on a moins besoin de comprimer le sein. On peut dire que c'est pas obligé d'appuyer comme... Parfois, malheureusement, si, sur des petits seins, il faut étaler. Une question. Ah oui, alors j'en ai une dernière qui va vous plaire. Sur que diable va-t-elle faire à l'hôpital américain? À l'hôpital américain. On va dire que vous avez été. Vous venez de commencer aujourd'hui, je crois d'ailleurs, à l'hôpital américain. Oui. Vous avez passé 15 ans à l'IGR où vous avez une réputation exceptionnelle. Et c'est vrai que nous, les journalistes, vous savez, on essayait tous d'avoir une interview avec Massi Sagatchow, ce qui n'était pas toujours le cas. Et là, d'un seul coup, vous allez à l'hôpital américain. Oui, parce que, en fait, j'avais besoin de changer l'offre de soins. Je pense que, en fait, aujourd'hui, dans le cancer du sein en particulier, on guérit beaucoup de patientes, mais peut-être la qualité de la prise en charge qu'on offre, la qualité de vie qu'on offre aux femmes pendant leur traitement, après leur traitement, est sans doute insuffisante. Et donc, l'idée... Là, vous avez la possibilité de... À l'américain, voilà, l'idée, c'est vraiment de monter un service où on va être très orienté sur le parcours et la qualité des soins. Et aussi, on va développer une clinique du risque, parce que ça aussi, en France, c'est très peu développé. Essayer d'identifier les patientes à risque et leur proposer un suivi personnalisé, individualisé, en fonction de leur risque. Et ça aussi, c'est quelque chose que les hôpitaux en France ne font pas, puisque normalement, la prévention et le dépistage ne se fait pas dans les hôpitaux. Donc, Je pense que tout le monde aura perçu votre enthousiasme et je pense que vous allez sûrement nous apprendre de très jolies choses. Mais on arrive à la conclusion. Alors, je pense à une discussion que j'ai eue avant de faire cette émission. Une jeune femme médecin qui a moins de 40 ans, qui est mère de 2 enfants, à qui on vient de trouver un cancer du sein non métastasé.
Vous lui dites quoi? Imaginez qu'elle soit là, derrière la caméra. Je lui dirais que voilà, qu'on va traverser ensemble une période difficile avec des traitements lourds, mais qu'il y a une vie après le cancer, qu'on va tout faire pour la guérir et on va y arriver, et voilà, qu'il faut qu'on pense aussi à l'après. Il faut aussi qu'elle pense à son 3e enfant, alors. C'est ça, je l'enverrai directement. C'est-à-dire, redevenir, l'idée, c'est de revenir une femme normale dans une vie normale, c'est un peu... Alors, je ne sais pas ce qu'est une femme normale, mais c'est de redevenir une femme. Une femme, on n'a pas parlé, mais de sexualité, cancer, il y a des... C'est un sujet vraiment Vous terrible. Vous l'abordez, ou pas? Oui, avec malheureusement peu de choses à proposer. Il y a peu de sexologues en France, ça reste quand même tabou. Et là, il y a vraiment un besoin énorme, en particulier chez les patientes jeunes. Voilà. Je pense que vous allez mettre tout ça en place, c'est ce que vous venez de nous raconter la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle Mastis Agachian, qui maintenant est à l'hôpital américain à Neuilly. Merci. Je vous rappelle aussi l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions, jdflemoine@gmail.com. Alors, pour revoir nos émissions, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. Vous avez aussi la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, c'est important d'y aller pour multiples raisons, parce que vous avez toutes les émissions. Vous pouvez les conseiller aux gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de professions de santé qui nous demandent pourquoi on ne peut pas avoir accès au JDF le jeudi soir. Parce que précisément, c'est réservé aux médecins qui font un code. Par contre, dans 2 mois, cette émission, elle sera sur la chaîne YouTube. Et là, vous pouvez aller voir, puis voir toutes celles que vous avez ratées. N'oubliez pas de liker. Liker, c'est le pouce en l'air. N'oubliez pas, parce que c'est ce qui fait que la chaîne marche bien. Et je vous annonce qu'au mois de janvier, la chaîne a fait plus d'1 million de contacts, ce qui est énorme. Allez, bonne fin de soirée à tous. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.